Voilà, alors je me présente un peu parce que je suis pas tout à fait de Sète. Je suis de la presqu'île de Gien, voisine du musée maritime de Toulon. Presqu'île de Gien, alors ça allait bien avec hier et les problèmes sur l'environnement, puisqu'on est une presque île qui est rattachée au continent par seulement 2 tombeaux. D'un est très 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 fragile et disparaît chaque année sous la mer, avec des gros problèmes donc, puisque au milieu il y a une lagune, et ça fait la transition avec tout à l'heure, c'est une lagune où il y avait un salin qui a été acheté par le Conservatoire du littoral, mais qui fonctionne toujours, c'est-à-dire qu'il y a toujours des saliniers qui font tourner l'eau, non plus pour faire du sel, quoique on est en train de faire autre chose, c'était pour avoir une biodiversité plus riche. Et là, il y a un projet de valorisation. Le Conservatoire du littoral vient de restaurer le tympan, c'est-à-dire une énorme roue qui permettait de rehausser le niveau de l'eau pour alimenter les tables les plus hautes. Il vient d'être restauré admirablement par le Conservatoire du littoral. Et il y a de tas de choses de valorisation. Et moi, je l'ai parlé la semaine dernière avec la mairie, je voudrais qu'un des bâtiments serve à la valorisation du patrimoine maritime, parce que le sel de hier, on vous a dit que le sel c'était une richesse, le sel de hier partait jusqu'à Gênes. Et c'était très intéressant parce qu'il n'avait pas le droit d'être vendu au-delà de Gênes. Et tout ça, ça partait avec des bateaux à voile latine. Donc, à partir de là, bien sûr, j'ai baigné là-dedans. On a créé une association sur la presqu'île de Gien qui s'appelle l'Apartec. Cette association, un peu particulière, a été créée par des pêcheurs. C'est les pêcheurs de ce petit village qui ont créé l'association. Et on a des pêcheurs formidables parce qu'en plus, ils sont charpentiers de marine. Donc, ils nous ont appris tout ce qui a rapport à la pêche, appris tout ce qui a rapport au bateau, et ils ont fait plus que ça. Ils nous ont aidés à transmettre tout ça, puisqu'ils nous ont fourni et fabriqué les supports. Ils ont fait des maquettes de filets, des maquettes de madragues, ils ont fait des maquettes des bateaux pas traditionnels que nous avons, nous, à voile latine, les maquettes de leurs bateaux avec les études qu'ils ont faites pour les rendre plus performants. Et ils nous tiennent, on est depuis l'enfance, puisque quand on était petit, on avait le droit d'embarquer avec eux. Donc depuis l'enfance, on est avec eux et on continue à travailler avec eux. Et donc nous, le bateau, on l'a connu comme outil, hein, au même titre que les filets. Voilà, donc on a toujours fait le lien entre le bateau et la culture. Ce qui m'a amené, moi, en tant que... J'ai été, parce que je ne suis plus, j'ai été enseignant spécialisé. Avec tout ça, je me suis dit, il faut transmettre au plus grand nombre. J'ai créé, il y a en 2001, la Fédération du patrimoine maritime méditerranéen, parce qu'immédiatement, j'ai compris que le patrimoine que nous avions là avait une dimension au moins méditerranéenne. On ne pouvait pas se limiter à un endroit local. Et voilà, donc là, je suis honoré et heureux aujourd'hui d'animer cette table ronde qui va permettre justement de parler de réseau. Parce qu'on l'a dit, on n'est jamais seul. Alors, il y a des choses qui ont été faites. Ici, à Sète, il a été créé, dès la première édition, le réseau du Grand Golfe. C'était sous l'impulsion de l'association Musée Maritime Méditerranée. C'était aussi avec le soutien du Musée National Maritime de Toulon. Alors, quelques années sont passées, et je vais immédiatement donner la parole à David Aignol pour nous présenter l'AMMM et son musée. Bonjour. C'est difficile pour moi, avant tout, de parler en français, mais je peux faire quelque chose. Bien, notre musée de Cesenatico a été un des premiers musées maritimes en Italie sur les patrimoines maritimes des petites villes de mer. Parce que vous savez bien que nous avons, dans la Méditerranée, nous avons des grandes cités maritimes avec des importants musées comme Barcelone, comme Gênes, comme Venise, La Spezia. Mais il y a aussi des petites villes avec des communautés maritimes de pêcheurs, des petits transporteurs, et avec un patrimoine qui a été négligé en Italie jusqu'à les années dont c'est né notre musée, dans 1977. L'idée de notre musée a été de faire un musée pas close dans un bâtiment, mais avec les bateaux dans son environnement naturel, sur les portes-canals
dessiné par Leonardo da Vinci, et avec des bateaux navigants, parce que la chose importante a été... Ah, excusez-moi, mais... Quelle est... Verde. Mais je ne sais pas s'il y a une présentation des musées de Cesenatico, peut-être seulement de la MMM. Oui, bien. Excusez-moi. Non, je vais raconter. Notre musée, l'idée de notre musée a été de faire un musée avec un lien très fort avec la communauté, avec les bateaux, avec tous les ports, avec toute la petite ville de Cesenatico. Et aussi, nous avons fait un musée flottant dans le 1983. Et c'est un musée qui a déjà envie de 40 ans. Mais nous sommes partis dans la collection des bateaux avec la voile al terzo, que c'est particulièrement, que c'est l'unique voile traditionnelle que nous avons dans la mer Adriatique du Nord, Venise, Croatie et la côte de la Romagne. Côte de la Romagne, Cesenatico, c'est amitié entre Ravenne, que vous connaissez bien, et Rimini, sur une côte qui a été changée beaucoup par le tourisme. Et nous sommes partis de la collection dans les bateaux, mais nous avons compris que les bateaux, c'est une pièce matérielle, mais autour des bateaux, il y a un univers incroyable et très riche de culture immatérielle. Aussi, a été une évolution très naturelle d'avoir développé dans les dernières années un travail très important sur le patrimoine immatériel, et avec une réalisation que nous avons mutuée aussi par quelques musées et villes de la France, comme Sanary et Marseille. Nous avons fait une extension de notre musée avec les bateaux des propriétaires privés, dont la municipalité, inspirée par notre musée, que c'est un musée municipal, a pris la part plus ancienne et plus interne des porte-canal historiques de Cesenatico et l'a donné à des propriétaires des bateaux avec la voile hautière, al terzo. Et aussi, c'est né en communauté que c'est très dynamique, très active. C'est la véritable extension vivante de notre musée. Et je pense que le travail des musées, aujourd'hui, de notre musée, c'est surtout d'avoir ces liens avec la communauté. La collection, c'est importante. Aujourd'hui, nous avons aussi un bâtiment des musées maritimes de Cesenatico, mais le focus de notre travail aujourd'hui, c'est surtout avec la communauté. Et c'est une chose importante aussi, parce que j'ai dit que notre côte a été bouleversée, a été changée très grandement par le tourisme de masse, par le tourisme. Et les musées ont été une opportunité très grande pour sauvegarder une identité, un patrimoine culturel qui maintenant c'est en façon différente aussi de faire promotion touristique. Je pense que les musées ont été aussi une chose très importante pour faire en opposition à un tourisme un petit peu destructif de notre côté, et a été aussi un exemple pour des autres pays de l'Adriatique. Je pense à la Croatie, qui a fait beaucoup de valorisation du patrimoine maritime avec petits musées, écomusées,
et dont nous avons un lien très fort, aussi des projets européens et bien sûr avec l'Association des musées maritimes de la Méditerranée. Bien, mais on posera des questions, on discutera après. Alors, si vous pouvez nous présenter maintenant l'Association des musées maritimes de Méditerranée. Voilà, tiens, là, vous pouvez y aller. Avec ça, vous pouvez y aller. Ah, très bien. Voilà. Je vais présenter l'association et il y a une présentation. Non, c'est ah oui. Toulon. C'est Toulon. C'est la présentation PowerPoint AMM for ICOM. Informatique. Is on the route of the. Un tout petit problème informatique, mais à être réglé en 3 secondes. Ah, okay. Sorry, the presentation is in English, so I give the presentation in English, excusez-moi. IMMM is the Association of Mediterranean Maritime Museums, and but our members are not only museums, but only eco-museums, interpretation centers, institutions, association acting in the field of maritime heritage. But we have also owners of traditional boats, communities sailing with traditional boats. And our members are from Spain. Our official seat is in the Museum of Barcelona. And France, for example, Arles Museum. And Monaco, Italy. In Italy, we have the secretary of our association, the Museum of Genoa. Slovenia, Piran is, hello, Uros, the new director of our museum is very active member of our association, Piran. We also held a forum in Piran. Croatia, and Montenegro, Greece, Turkey, no more active, unfortunately, and Malta, Algeria, the same, and Portugal. And I think that the very interesting thing of our association is that we have a big museum like Barcelona, like Genoa, and also small museums, eco-museums. So we are not an official association. You know, ICOM, International Council of Museums, is a very important association, but is an association wide, not so, I think, not so dynamic as our association. We are colleagues sharing opportunities, sharing exhibitions, European projects, and so I think it is very important also to give motivation to our members, to the directors. Maritime museums are not so many in Italy, for example, but also in other countries. So I think that to have an association in a European or Mediterranean context is very important for us to share many things. And we have also, and it is also our experience in Cesenatico that I have told you, we have now a special care for intangible maritime heritage. Sorry. This is the map of our members, and as you can see, we are a Mediterranean association, but we have also members, for example, in Portugal,
and in other countries not in Mediterranean. Some photos of our museums. Cesenatico is the first in the left, and other museums. Also from these images, you can see that we are very, very different and various kinds of museums. And other photos. And some things that we have done in the latest years. I think the most important in the latest is to start the candidacy for the registration of the Art of Sailing with the Latin and Alterzo sail in the UNESCO representative list of intangible heritage. It was a natural thing for us because we have a strong link with our communities, as I told, with many communities sailing in traditional way with traditional boats in Mediterranean. So for us, traditional sailing of Mediterranean is one of the best example of intangible heritage. Boats, material heritage, and all the universe like sailing with traditional sails. And we give the dossier, the ICH 02, to the UNESCO office in Paris last March, and so now we are waiting for the examination and the registration. And another work that we are now is the census, the listing of traditional boats in the Mediterranean. It is, I think, an important project to have a list, not a catalog, because a catalog is a more detailed thing, but a list is very simple. But it is very useful to have a complete awareness about the material heritage of traditional boats in the Mediterranean. We have also a working group about women and sea, another with for the sustainability in the maritime museums, and another in museum and health. Now I am the president, but in the next forum we will have the election for the new president. I think that it is very important to change also president and the working group to have a continuous change. No, okay. Anyway, the presentation has ended, and I can give you all our contacts also for joining or to have any other information about our association. Thank you. Merci, on voit que des réseaux existent, ils sont vivants, ils sont puissants, et ils concernent toute la Méditerranée et même plus. Et je crois qu'il y a d'autres réseaux aussi qui existent. Et l'intérêt, c'est d'avoir un réseau qui fasse la Méditerranée, ce que pense faire et créer Escala 7, mais qui a eu des petits problèmes puisqu'il y a eu le Covid, ça a coupé, on recommence. Je crois que là, aujourd'hui, c'était l'occasion de remettre tous les acteurs de ce réseau autour d'une table pour voir un peu comment nous allons pouvoir tous travailler ensemble pour que ce réseau soit surtout plus visible du côté de la population, des communautés. Donc, je donnerai la parole, on discutera après avec Samuel Vieille, qui est non seulement une structure, mais aussi appartient à plusieurs réseaux, donc il va être plus explicite que moi. Vas-y. Bien, merci Patrice, merci également à toute l'organisation d'Escala 7 de nous recevoir et de nous permettre d'échanger autour de ce thème des réseaux maritimes. Brièvement, je présenterai la structure de l'atelier des barques pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, il s'agit d'un chantier naval institutionnel qui a pour objet de conserver, restaurer des bateaux qui, pour partie, sont classés Musée de France et d'autres qui appartiennent aux collections du département.
Chacune des restaurations, bien sûr, est un support pour de la formation et de la transmission de savoir-faire, et également l'originalité du lieu est qu'on est ouvert au public toute l'année et le visiteur peut assister aux restaurations et découvrir d'autres expositions. Bien, j'en viens maintenant au sujet qui nous réunit, donc les réseaux, et parler plus particulièrement dans un premier temps du réseau des centres maritimes du Grand Golfe, alors qui a été initié dans ce cadre même de patrimoine en escale en 2017, où l'équipe d'Escale à 7 a eu l'idée de réunir des musées pour aussi conserver l'âme du festival, en ayant cette garantie finalement, ces acteurs du quotidien sur le patrimoine, qui sont un peu les garants de l'authenticité du patrimoine, de l'histoire de la Méditerranée, viennent apporter ce soutien et finalement conserver cette âme du festival. Et là, une dizaine de partenaires sont réunis. C'était au mois d'avril 2017 pour la première fois. Alors, ça va bien sûr du musée de Gênes, Marseille, Toulon. Je vais en oublier, c'est sûr et certain. Vous m'en voudrez pas. Le musée de l'art atlantique, Latte, le musée de Bouzigues, le musée de Sète, le musée de la mer de Sète, Agde. Je n'oublierai pas Agde, et l'Atelier des Barques et le Musée maritime de Barcelone. Donc, première rencontre, on est un peu tous timides, entre personnes qui ne se connaissent pas, on a besoin de se découvrir. Et un deuxième rendez-vous au mois de novembre permet de préciser les choses. À ce moment-là, nous mettons en place des actions pour Escalacel 2018. Alors, une exposition commune au Musée de la mer de Sète, où chacun de nous apporte des maquettes, pour représenter son institution, son musée. Alors personnellement, moi j'ai prêté la plus moche de toutes les maquettes, mais qui avait l'avantage d'être un véritable objet ethnographique, puisque c'était un modèle réduit qui servait pour pêcher les jours de mauvais temps et de tramontane, et quand les pêcheurs ne pouvaient pas aller en mer. Pour la petite histoire, l'anecdote. Autre action commune, c'était le stand, où on était tous physiquement présents, on pouvait se succéder, et avec des présentations orales sous la géode, et aussi des animations du type l'objet mystère. Chaque musée apportait un objet à faire découvrir par le public. Donc, ce qui a permis de sensibiliser bon nombre de visiteurs d'Escale 7 à l'apparition de ce réseau, et aussi de lui donner de la matérialité, de l'existence et de la cohérence entre nous tous. Voici la carte de la répartition finalement de ces partenaires sur le bassin. La parade du Grand Golfe, c'était le titre de l'exposition au Musée de la Mer à Sète. 2019, on veut réitérer l'expérience, et là, on sait que l'invité d'honneur d'Escale 7 sera les Pays-Bas, et donc nous avons une idée de chercher un point commun entre les Pays-Bas et la Méditerranée, et est apparu finalement un poisson, l'anguille, qui est consommé aussi bien en Hollande que sur notre littoral. D'où l'idée de créer une exposition où bien entendu on voit tout le réseau, mais également cette culture de la pêche à l'anguille, sa consommation et tout ce qui s'ensuit. Malheureusement, comme l'a dit Patrice, 2020, le Covid, la pandémie passe par là, pas d'Escale à 7. Le réseau, pour X raisons, finalement tout le monde se sépare, mais non pas fâché, simplement parce qu'on est éloigné géographiquement, parce qu'il faut remettre en route aussi les musées, les institutions. Il faut également avoir un objet commun. Et là peut-être je parlerai d'une réflexion qui est peut-être pas que personnelle, mais pour que fonctionne un réseau, il faut avoir une structure, il faut avoir un cadre. Et ça, je parle par rapport au réseau des musées maritimes de la côte catalane, la Mar des Musées, où ils ont hyper structuré leur partenariat. Alors d'une part parce qu'ils ont des statuts, ils ont une adhésion, ils ont des objectifs, des projets communs, et là, en fait, nous, c'était basé sur le volontariat. Et juste ce fait, peut-être ne suffit pas à créer un réseau. Si on passe à l'âme est fortement structurée. Ce n'est pas qu'une volonté des musées de se regrouper chaque année dans le cadre d'un forum, c'est réellement presque une institution. Et je crois que les réseaux ne peuvent marcher que si on leur donne un cadre formel. Le côté informel est, pour mon sens, quasiment voué à l'échec.
Donc aujourd'hui, en fait, je suis là avec la volonté, le désir de relancer cette idée de réseau des centres maritimes du Grand Golfe pour être finalement le trait d'union entre l'Italie, l'Espagne, afin qu'on arrive à mutualiser nos moyens et qu'on puisse à nouveau travailler en commun. Alors Bertrand est là et je pense, je compte fortement sur son soutien. Qu'on puisse être tous présents à nouveau à Escala 7 en 2026 et avec de beaux projets à présenter en commun. Merci. Et justement, je crois qu'on en parlera. On finit de faire le tour de table et après on discutera de tout ça. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus et qu'Escala 7 est un bon moyen et un bon lieu pour essayer de relancer ce réseau. Puisqu'on parle de réseau, je voudrais donner la parole à Elsa Le Huillon, puisque Musée national de la marine de Toulon, qui a aussi un réseau. Voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Oui, donc je vais revenir un peu plus sur le musée de la marine, le musée national de la marine à Toulon, sans trop m'étendre parce que c'est pas exactement le sujet, mais simplement pour le présenter. Le musée national de la marine, en fait, c'est déjà un réseau en soi, un réseau pour le coup institutionnel, puisque c'est un réseau qui comporte 5 musées. Avec le musée à Paris, au Trocadéro, mais également 4 fenêtres sur le littoral, avec la façade atlantique qui est bien représentée, avec Brest, Port-Louis et Rochefort, et un musée en Méditerranée, le musée de Toulon. Donc ça, c'est vraiment une force, je pense, justement pour un musée d'être constitué comme ça en réseau. Donc c'est déjà une preuve que le réseau, c'est une chose importante pour faire rayonner la culture maritime, la diversifier et faire passer plusieurs messages. Donc le musée de Toulon, c'est, comme je le disais tout à l'heure, alors on parlait du musée de La Spezia, qui est un des plus anciens musées maritimes du monde. Alors c'est marrant parce que nous aussi. C'est un musée qui est créé en 1814, donc c'est le plus ancien musée naval de France, un musée qui est créé vraiment en lien avec l'arsenal de Toulon, évidemment, une histoire pluriséculaire. Donc c'est un musée avec des collections qui rassemblent à la fois de la sculpture navale, des instruments de navigation, des modèles, mais on essaye aussi de représenter la modernité, à travers la marine moderne, des maquettes de navires contemporains, des morceaux de navires aussi. On présente par exemple le panneau de commande du porte-avions Clémenceau. Enfin, on essaye vraiment de rayonner un peu sur tout le spectre de la culture maritime. Donc voilà, c'est aussi un musée qui, outre ses collections diverses, on essaye vraiment de proposer justement une programmation riche et variée pour ouvrir aussi à tous les thèmes qu'on n'aborde pas forcément dans nos collections, donc à travers notamment des conférences, des expositions, des visites guidées évidemment, et différents événements qui rythment toute l'année. Donc voilà, on essaie vraiment de rendre le musée vivant. Le but, c'est vraiment d'être aussi un musée, pas que de la marine, mais du fait maritime en général. Donc voilà, ça c'est important. Alors c'était vraiment juste pour illustrer un petit peu le musée pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc voilà, un musée qui développe vraiment l'histoire de l'arsenal de Toulon, avec toutes les répercussions que ça a, bien sûr, sur l'histoire maritime nationale. Donc ça, c'est plutôt l'image de gauche. Au milieu, c'est une image d'un concert. On aime beaucoup la musique au musée. Notamment, là, on accueille souvent, une fois par mois, la musique de la Marine nationale qui vient se produire pour un petit concert sur l'heure du temps de midi. On propose également des conférences, des projections, etc. Et on s'occupe aussi de nos collections. Là, vous avez une image à droite d'un grand chantier de restauration sur nos grands modèles du XVIIIe siècle. Qui était une opération assez impressionnante. Et voilà, on a toutes sortes d'événements de ce type tout au long de l'année. Et pour plutôt vraiment se concentrer sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par mes collègues. C'est que la notion de réseau, je la trouve vraiment très importante, je la trouve essentielle même,
d'autant plus en Méditerranée, où il y a quand même une culture maritime qui est moins développée que sur la façade atlantique. Enfin, en Bretagne, c'est vraiment c'est un état d'esprit, hein, la culture maritime. Ici, en Méditerranée, on le sent beaucoup moins. On a l'impression que la Méditerranée a un peu tourné le dos à sa culture maritime, malgré une présence culturelle et une implantation très forte de musées. On a beaucoup de musées sur le littoral méditerranéen. Oui, et une histoire absolument incroyable et extrêmement riche. Mais tout ça n'est pas mis en valeur. Les forces ne sont pas rassemblées pour essayer de faire vivre vraiment ce patrimoine qui est encore très vivant aujourd'hui. On a l'impression que seulement en Bretagne, il se passe des choses vivantes, mais voilà, ces fêtes maritimes à Sète en sont l'exemple contraire. Il y a aussi des choses qui se passent en Méditerranée. Il y a une culture maritime méditerranéenne, une histoire qui est spécifique à la Méditerranée, et effectivement qui ne se limite pas à la France, qui est vraiment commune au bassin méditerranéen, d'où vraiment, je pense, l'intérêt de rassembler effectivement les musées autour d'un réseau. D'ailleurs, pour l'anecdote, le musée de la Marine, pendant un temps, a eu beaucoup plus de musées sur la façade méditerranéenne. Il y avait un musée de la Marine à la Seigne-sur-Mer, à Antibes, à Saint-Tropez, etc. Alors après, on a finalement regroupé un peu les choses, mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment une légitimité et il y a énormément de sujets qu'on peut aborder, qu'on peut mettre en valeur et qui sont justement pas mis en valeur à l'heure actuelle. Mais là où je rejoins mes collègues, c'est que le mot réseau, c'est beau de dire qu'on va faire un réseau et qu'on va se rassembler et qu'on va dire qu'on a tous envie de faire quelque chose, mais c'est vraiment indispensable qu'on joigne des actions concrètes à ce mot-là, effectivement avec un cadre, avec quelqu'un qui en est un peu à la tête et qui coordonne les actions, parce que sans ça, effectivement, il se passe rien. Effectivement, on se voit une fois par an et c'est tout. Donc c'est ça qui est dommage, et c'est là où je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur justement proposer une vraie dynamique et des actions pour lesquelles les occasions ne manquent vraiment pas. À Toulon, moi, c'est ce que j'essaye justement de faire, mais alors vraiment à mon échelle très locale, sans pour l'instant en l'état cette force d'un réseau plus ample derrière moi. Mais on accueille, donc comme je disais, beaucoup de conférenciers pour venir parler de tous ces sujets. Ça, c'est quelque chose qu'un réseau, qu'on peut mettre en place au sein d'un réseau, faire intervenir les uns chez les autres, les intervenants. On peut aussi proposer des expositions. L'image est partie, mais celle d'avant. Ah, pardon. Une exposition là qu'on avait. Décidément, bon, bah, vous avez vu. C'était une exposition qu'on a montée avec le soutien du département du Var sur le débarquement de Provence pour faire connaître le débarquement de Provence, qui encore une fois est complètement dans l'ombre du débarquement de Normandie, donc j'essaye vraiment de tout nous piquer sur cette façade-là, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'histoires qui sont à raconter aussi ici, donc ça c'est un exemple de collaboration qui a été très, très fructueuse, et je vais faire une magnifique transition pour Arnaud, mais on prépare une autre exposition pour 2026 sur l'histoire des fonds marins, l'histoire de l'exploration des profondeurs en Méditerranée, parce que là aussi c'est une vraie histoire avec beaucoup de sujets qui sont passionnants et qui sont encore une fois méconnus. Donc l'idée c'est vraiment de s'entourer, là moi c'est vraiment ce que j'essaye de faire, de m'entourer de tous les acteurs, bon là on va dire très modestement en local autour de moi, mais qui pourraient avoir vocation à être agrandis. Donc par exemple avec le DRASM qui est à proximité et avec lesquels on collabore, mais pas que, il y a beaucoup d'autres institutions. Mais voilà, bon, c'était vraiment juste pour présenter un peu cet état d'esprit-là, qui est que je pense que plus on fait de choses ensemble et plus ces choses seront fortes et elles seront mises en avant et elles seront... Parce que le but, c'est quand même de faire connaître tout ça au grand public. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose à matérialiser de façon très concrète, ce réseau pour notre Méditerranée. Je vous remercie pour cette présentation et l'enthousiasme que vous dégagez pour créer ce réseau et qu'il soit efficace. Et vous m'avez donné la transition pour le DRASM, justement, qui travaille vraiment très souvent, même toujours en amont des musées, et qui nous fait découvrir des merveilles. On a tous quelque chose de magnifique découvert par du DRASM côté de chez nous. Alors je vous donne la parole. C'est sûr qu'à Gien, vous êtes particulièrement gâtés. Oui, alors le réseau, pour nous, c'est évident, comme tu le disais, Elsa, et c'est totalement naturel. Alors en 2 mots, le DRASM, pour ceux qui ne le
positionne pas ou pas totalement. C'est un service du ministère de la Culture qui, depuis, nous aurons 60 ans l'an prochain. On les fêtera d'ailleurs, on commencera à les fêter avec vous ici à Escale à 7. Donc depuis 60 ans, bientôt, nous sommes dédiés à étudier, enfin inventorier, étudier, protéger et valoriser, le terme important pour nos échanges, le patrimoine historique et archéologique immergé. Alors tout de suite, pour qu'il n'y ait pas d'idées fausses, il n'y a pas de grand et petit patrimoine historique et archéologique immergé. Il n'y a pas du patrimoine noble et du patrimoine moins noble. Il n'y a pas des époques nobles et des époques moins nobles. Nous travaillons sur toutes les périodes, des plus anciennes jusqu'à l'époque contemporaine. L'archéologie des mondes contemporains est une pleine partie de l'archéologie. Et il n'y a pas des sujets nobles, que ce soit la marine de guerre ou de grand commerce, et des sujets qui le seraient moins ou qui ne seraient pas dignes d'intérêt, comme la navigation commerciale du quotidien, du cabotage. Voilà. Et d'ailleurs, nous travaillons sur un projet, je prends juste un exemple d'exposition autour de la production des jarres à Biot et du cabotage entre Biot et Marseille à travers différents ports du littoral. Donc voilà, cette activité, pour nous, elle n'est pas hiérarchisée. Elle est aussi importante l'une que l'autre, enfin, dans toutes ses dimensions. Et il n'y a pas dans les études que les équipes conduisent, où, bien évidemment, nous ne sommes pas les seuls à étudier ce patrimoine, mais nous avons la responsabilité de nous assurer, puisque c'est un patrimoine qui est notre bien collectif, ça il faut toujours le rappeler, le patrimoine culturel immergé n'est pas privatisable et ne doit pas être privatisé. C'est un bien commun et nous avons pour mission de le protéger pour tous et de permettre au maximum de le découvrir. Donc, à ce titre, nous encadrons aussi les études, les recherches qui peuvent avoir lieu sur les différents sites pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dégradation, au contraire, que l'étude permette la connaissance et la protection. Donc il n'y a pas d'approche noble et d'approche de second rang. Et par rapport à ce dont on parle ici, typiquement, nous nous intéressons forcément, puisque une épave on aime bien l'expression aujourd'hui, est une capsule temporelle, puisque le naufrage a arrêté l'histoire en général assez rapidement, c'est qu'elle nous permet aussi d'étudier toute la vie à bord. Et tout ce mobilier de la vie quotidienne du bord, et il faut imaginer qu'on pouvait avoir plusieurs centaines, parfois plus d'un millier de personnes à bord, donc une petite communauté digne d'une bourgade, à l'époque moderne par exemple, eh bien tout ce mobilier nous permet de raconter l'histoire de la vie, mais aussi l'histoire de la société, parce que l'on peut avoir typiquement, je reviens à la marine militaire, mais on a toutes les strates de la société, tous les états, comme on disait, qui étaient représentés à bord, de la noblesse aux tiers états, des marins, voilà. Donc tout cela fait partie de notre ADN de travail. Nous l'étudions, nous le protégeons, mais tout cela n'aurait pas de sens si nous ne pouvions pas le valoriser. Et nous ne pouvons pas le valoriser nous-mêmes parce que, là aussi, depuis notre naissance, nous ne sommes pas, à la différence d'autres services d'archéologie maritime existants en Europe. Je pense par exemple, on citait le musée de Barcelone, le service catalan d'archéologie sous-marine est adossé au musée de Barcelone. Nous n'avons pas de musée adossé. Et c'est très bien ainsi, parce que cela nous rappelle, enfin si besoin était, que la France a plusieurs façades maritimes, une pluralité de façades maritimes, une pluralité d'histoires maritimes, et que nous avons pour vocation de contribuer à écrire et à raconter cette histoire au plus près des territoires où elles se sont passées.
Alors, bien évidemment, il y a le grand musée national de la marine au Trocadéro à Paris, mais il n'y aurait aucun sens à ce que l'histoire maritime française ne se raconte qu'à Paris, sur la colline de Chaillot. Ça serait très triste. Mais ça serait d'ailleurs la même chose si on racontait ça sur la colline du Pharo à Marseille. Hein. Le raisonnement serait le même. Non, c'est important, ces fouilles, ces opérations, elles ont lieu au plus près d'un territoire, et c'est là qu'on doit raconter l'histoire. Donc pour nous, le dialogue avec les musées, il est essentiel, et parce qu'on sait que la restauration de mobilier d'archéologie sous-marine, ce sont des choses qui sont rapidement coûteuses, que le montage d'une exposition, qu'elle soit temporaire ou même permanente, c'est aussi des choses qui sont coûteuses. La notion de réseau, elle est essentielle aujourd'hui dans je vais dire un gros mot, mais dans le modèle économique des musées et des associations qui gèrent des lieux où et raconter cette histoire. Se mettre ensemble, c'est aussi se permettre d'avoir des ambitions plus fortes, et puis de raconter. Je disais que l'histoire, elle se raconte sur un territoire, mais l'histoire maritime, c'est une histoire aussi de navigation, de route, et donc c'est forcément très intéressant de relier dans un projet de valorisation les différentes étapes de ces routes. Donc en fait, pour nous, c'est essentiel que les musées se travaillent en réseau, et que cela se fasse d'ailleurs à l'échelle d'un bassin maritime, qu'on ne s'arrête pas aux frontières. L'histoire de la navigation, elle ne s'arrête pas, elle ne distingue pas la Catalogne du Nord et la Catalogne du Sud, elle ne distingue pas la Ligurie et ce qu'on appelle aujourd'hui les Alpes-Maritimes. Donc ces frontières n'ont pas de sens. Donc voilà, ces réseaux, pour nous, ils sont essentiels. Ils aident d'ailleurs à construire les projets que nous accompagnons. Juste 2 chiffres pour terminer. Le DRASM est partenaire, alors, du plus petit partenariat, c'est-à-dire un simple objet isolé, au partenariat les plus riches. On évoquait dans le réseau tout à l'heure Marseille et Arles en particulier, où là on a effectivement plusieurs centaines d'objets qui sont en dépôt. Mais nous avons des relations avec presque 200 institutions, on va dire un peu plus sérieuses avec une centaine. Mais là, je ne pense qu'aux musées et aux institutions culturelles, mais il y a également toutes les associations avec lesquelles nous travaillons. Le DRASM est une institution nationale basée à Marseille, mais nous avons besoin d'avoir ces contacts locaux, et nous avons divisé les littoraux français en 7 façades. Chacune de ces façades a à sa tête un archéologue qui est l'interlocuteur des acteurs du territoire au quotidien. Et c'est de là que vont naître les projets à venir. Je suis ravi d'entendre que ces ambitions de réseau, le Covid et les confinements ne les ont pas tués, et que nous allons les relancer. Et donc, sachez que nous serons à vos côtés, modestement, pour ce que nous pouvons faire avec vous. Mais voilà, nous serons à vos côtés pour contribuer à cette nouvelle page. Je vous remercie, ça donne beaucoup d'envie. Et je crois que on va prendre le local de l'étape, et qui a une grande expérience justement des musées, qui s'occupe des musées de l'étang de Thau. Et donc, je crois que c'est intéressant d'intervenir en dernier pour dire ce qu'il en est. Je donne la parole. Merci Patrice. Oui, donc moi je représente ici le musée de l'étang de Thau, que certains connaissent peut-être. J'espère que tout le monde, en tout cas, le découvrira ce soir lors de la clôture de cet événement. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de musée maritime. Le musée de l'étang de Thau, déjà, il est adossé à un espace qui a une forme de complexité, puisque c'est un étang qui communique donc avec la mer, avec le canal du Midi, qui est entouré d'espaces de typologie, de morphologie variable. C'est un musée qui est jeune, puisqu'il a été inauguré en 1991, donc il a seulement 34 ans. Et 34 ans, c'est déjà l'âge où ce musée est un petit peu à bout de souffle dans sa conception originelle. Et donc aujourd'hui, il faut faire ce qu'on appelle le récolement des collections. Donc c'est un musée de France avec les obligations légales qui pèsent sur un musée de France. Il faut faire le récolement, autrement dit,
voire faire l'inventaire de toutes les collections, ce qui n'est pas évident quand c'est un musée d'ethnologie. Par exemple, nous avons des gants en caoutchouc de pêcheurs qui ont plus de 30 ans. Ben, ces gants, il n'en reste plus grand-chose. Donc il y aura peut-être aussi une sorte de réactualisation de la collection, de ce qui ne peut plus en faire partie, de ce qui doit l'enrichir. Il y a à l'échéance de ces récollements ce qu'on appelle un projet scientifique et culturel, et qui doit évidemment faire un petit peu ce que disait David Egnault là. Donc on part de la collection évidemment pour construire un propos, mais en même temps on projette le musée sur son territoire, sur son espace, sur ses extensions possibles qui sont, alors c'est un musée d'ethnologie dédié majoritairement à la conchiliculture, donc puisque c'est un musée qui est là pour faire l'explication et la monstration de la culture de l'huître sur l'étang de Thau, mais c'est aussi un musée de territoire, un musée où sont explicités la nature, la faune, la flore, le paysage aussi, avec peut-être des choses qui seront à cultiver et en tout cas à développer, des propos qui sont aujourd'hui un petit peu minoritaires. Donc dans ce cadre-là, c'est évident que le réseau est très important. Moi, j'estime qu'il y a autour de moi des musées qui sont déjà, ou une structure comme le Drasme totalement installée, qui ont déjà leur vocation, qui ont trouvé un petit peu voilà, leur axe de développement et de force, je dirais. Donc le musée de l'étang de Thau, qui doit un petit peu se repenser, il ne peut trouver évidemment que du bénéfice à créer un réseau, parce que c'est un petit musée qui, comme le tien, Samuel, toi tu as une spécificité qui est très forte, tu es un chantier naval, nous on a une spécificité, on est un musée de conchiliculture, mais dont le propos doit être enrichi. Donc on est un musée en devenir et on ne peut que gagner de se nourrir évidemment de l'expérience et des propositions des autres. Évidemment que le réseau tel que tu l'as décrit idéalement, quelque chose de charté, de structuré, je dis oui. Et en même temps, moi je pense que ce temps d'échange qui est possible grâce à Escale A7, il est extrêmement précieux, c'est-à-dire on se parle, on se connaît, donc les pierres sont un petit peu posées pour construire des actions conjointes, et ça déjà c'est extrêmement précieux. Je pense que même si le réseau, on verra de quelle façon il prend forme, et j'espère qu'on y travaillera très vite, déjà ces échanges, cette collégialité, Wolfgang, je t'en remercie de l'avoir provoqué, car tu es un provocateur de belles choses, et voilà, je pense que ça déjà c'est très très important. Tu disais, Samuel, oui, l'informel, le désir ne suffisent pas, ça nourrit quand même en l'attente. Voilà, je pense que c'est très précieux. Oui, je vois qu'en faisant le tour de table, on est tous en attente d'un réseau efficace. Il y en a qui fonctionnent, donc on ne part pas de rien. Ensuite, je suis d'accord avec toi, les échanges sont indispensables, on est très près et très loin à la fois. Ça, après, c'est vrai que les occasions, moi je vois le drame, il y a 1000. Vous avez entièrement raison, il y a 1000 façons d'interagir. Il faut que ça se concrétise. Escale A7, c'est vraiment l'endroit et le moment là qui a permis ce nouveau départ. Et je crois qu'il sera là pour essayer de concrétiser toutes ces choses-là. Tu veux intervenir, justement ? Wolfgang qui va intervenir. Merci beaucoup. C'est vraiment, juste pour resituer, je le disais hier, la principale vocation de notre manifestation, il y a deux objectifs. C'est d'une part de servir de caisse de résonance aux porteurs des différents projets, aux acteurs du patrimoine maritime, et puis également de permettre de décloisonner dans cet esprit d'équipage, de mettre les gens en réseau. On le fait avec beaucoup de cœur, beaucoup de naïveté, beaucoup d'empirisme, mais on le fait. Et donc, pour nous, le réseau des musées, c'est un réseau d'experts sur les territoires qui répond à deux objectifs qui sont très importants pour nous. C'est d'une part d'avoir plus que jamais, malgré l'érosion du temps, malgré l'ampleur que prend la manifestation, ne pas oublier l'ancrage territorial, c'est très important. On a nos voiles latines qui sont le fleuron de notre navigation historique. C'était les chalutiers, les tonniers d'avant-hier, à titre d'exemple. Donc l'ancrage local qui est très important. Et donc les musées locaux
de par leur expertise et vraiment l'exemple de la dynamique qu'il y a sur le bassin de Thau, pour nous c'est quelque chose d'extrêmement moteur. On le demandait depuis 15 ans, depuis la création d'Escale 7. Aujourd'hui, avec la dynamique autour du musée de Bouzigues et avec l'expertise aussi de Bertrand et son expérience, ça nous permet vraiment d'avoir un relais entre nos événements annuels, à savoir les 2 biennales en alternance, Patrimoine en Escale et Escale 7, et donc une continuité de ce service public au titre de la valorisation, de la vulgarisation du patrimoine maritime avec le rôle des musées. C'est-à-dire, demain, quand Patrimoine Escale sera fini, ça continuera au musée de Bouzigues pour mettre les gens en réseau, et dans tous les autres musées d'ailleurs. Et donc le deuxième objectif, c'est aussi plus que jamais d'ouvrir la manifestation à l'international. Pour nous, avec les moyens que nous avons, je rappelle que l'association Escale 7 a un budget qui est 10 fois inférieur aux autres grands événements maritimes européens, sans les citer, mais voilà, c'est un rapport de 1 à 10. Et donc, si vous voulez, le réseau d'expertise, dans notre recherche de qualité, on essaye surtout pas que Escale 7 devienne un parc d'attractions, sans citer de parc d'attractions du patrimoine maritime. Mais justement, avec le réseau d'experts des musées, on peut arriver à l'international. Voilà, je suis jamais en Turquie, par exemple. En passant par des musées en Turquie, ce sont des prescripteurs qui vont pouvoir nous orienter vers des acteurs, vers des experts de leur patrimoine maritime. Et donc, sans avoir forcément les moyens de voyager, sans avoir la connaissance, grâce au réseau des musées, Escale 7 a un levier qui est vraiment magnifique. Et donc, ce que je veux vous dire, et vraiment l'affirmer plus que jamais, c'est qu'Escale 7 sera très honoré de vous servir lors de ces événements systématiquement pour donner vraiment une place de choix au réseau des musées maritimes et que vraiment à votre main, vous puissiez avoir un lieu d'expression, qu'on vous mette à disposition la géode, qu'on soit à votre écoute pour réfléchir à des choses qui déjà vous permettront de vous voir indépendamment du formalisme et de la stratégie que vous allez mettre en place. Merci. Est-ce qu'il y a des intervenants dans la salle qui voudraient des précisions ? Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question à vous poser à vous tous, aussi bien représentants des musées que du DRASM. Dans la construction de ce réseau, et notamment de ce réseau d'experts, en vue d'internationaliser les questions qui a trait au patrimoine maritime, est-ce que vous envisagez une collaboration aussi avec les réseaux d'universités, de chercheurs, qui peuvent entrer en complémentarité complète avec vos propres travaux, notamment, je pense à l'architecture, enfin à l'archéologie navale, je pense au musée maritime. Voilà, il y a des chercheurs qui sont spécialisés de ces questions. On a cité tout à l'heure Gilbert Buty, c'en est un éminent exemple à Aix-Marseille Université. Est-ce que vous avez envisagé ça? Est-ce que vous pensez ça intéressant? Et si oui, comment? Merci. Bon, alors pour nous, la réponse est simple. Elle est oui. Elle tient en un mot, c'est oui. C'est déjà des choses qui se font. On a eu d'ailleurs, on a des relations avec, pour rester sur la façade méditerranéenne, avec l'université d'Aix-Marseille, avec l'université de Perpignan également. D'autres peut-être sous d'autres aspects, puisque ce sont les deux seuls qui ont des formations en archéologie, mais d'autres partenariats peuvent exister. Donc voilà. Et puis je pense que tu as un exemple qui peut illustrer ces relations. Oui, pour répondre à votre question, on peut parler d'un exemple qui a lieu actuellement d'un projet avec l'Université de Perpignan, le Master d'archéologie sous-marine, dirigé par Martin Galinier, avec la création d'un chantier naval antique virtuel, en réalité virtuelle. Alors, dans un premier temps, c'est un outil pédagogique pour les étudiants, et aujourd'hui, on travaille sur une version 2, grand public, pour les lieux d'exposition, les musées. On est 5 partenaires, je crois, ou 4. Donc, pour vendre, qui est présent ici avec les Microfolies, le musée d'Agde, l'atelier des barques, l'université et le 5e partenaire, c'est Epistem, qui réalisent l'application. L'idée, c'est que ce projet aussi puisse servir à d'autres. On a Narbovia qui est intéressé, mais notre réseau des grands centres pourrait bénéficier de ce genre de projet. Donc il y a bel et bien des liens qui existent déjà entre la recherche universitaire, des applications et de la médiation avec le public dans le cadre de musées. Oui, je peux prendre un exemple. Nous, dans quelques semaines, là, on a un travail que l'on fait en collaboration avec le Parc national de Porquerolles, qui a compris, comme le disait M. Masson dans
dans la mission que les parcs nationaux, les conservatoires du littoral ont maintenant compris l'intérêt de travailler aussi sur l'aspect culturel du territoire. Et donc nous avons une exposition qui se fait sur la terrasse du fort, liée à la pêche, et nous avons Gilbert Buty qui fait une conférence sur les routes maritimes au XVIIe siècle. Voilà, donc il y a une très 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 bonne collaboration avec les universités. Voilà. Pour apporter un complément de réponse, je dirais que au-delà de la question des réseaux, l'intérêt, c'est quand un musée fait une proposition, c'est évidemment qu'elle soit la plus nourrie, comme disait tout à l'heure Elsa, en associant tous les acteurs possibles de la recherche, de la médiation, les artistes. Voilà, finalement, qu'un projet d'exposition, plus il est choral, entre guillemets, et mieux c'est. Alors je fais de la pub pour le musée de Bouzigues dont je m'occupe. Par exemple, nous consacrons une exposition aux algues, donc avec la connaissance de ce que sont les algues, de leur rapport potentiel à la science, à la nutrition, etc. Et à cette exposition est associée une artiste. Et le regard de l'artiste, c'est peut-être dans le sensible, dans le parcours de l'exposition, mais il apporte quelque chose à votre compréhension de ce que l'on montre, avec un point de vue qui est quand même majoritairement, bien sûr, scientifique. Un témoignage du côté de la Corse. Oui, bonjour à tous. C'était pour apporter des éléments de réponse. Donc, la collectivité de Corse gère 5 musées, labellisés Musée de France. Et je crois qu'au-delà, on peut réfléchir à des conventions. On a une convention avec l'Université de Corse. Mais je crois que pour être le plus efficace possible, il y a 2 types de partenariats université-musée qui fonctionnent selon les structures. C'est la participation de scientifiques dans les conseils scientifiques des musées, qui permet, c'est le cas à Léria, on a des représentants de plusieurs universités, c'est le cas aussi au musée de la Corse, où on a reconstitué un conseil scientifique, et on a un professeur de l'université d'Artois, on a un professeur de l'université de Tours, voilà, selon donc les thématiques du musée. Je pense que ça, c'est un premier cran qui est très important, de s'adosser toujours à un conseil scientifique de chercheurs spécialisés dans le domaine que développe et les collections que présente le musée. Et le second point, c'est plus concrètement les commissariats. Je crois que c'est toujours important sur des commissariats de musées d'échanger, de s'entourer de spécialistes, voilà, selon les thématiques qu'on aborde, notamment dans les expositions temporaires. Ça permet comme ça de s'associer des scientifiques. Et c'est d'ailleurs un travail important et un échange enrichissant pour le scientifique, hein, parce que, je le répète souvent, c'est un peu banal, mais une exposition, c'est pas un livre accroché au mur, hein, et ça permet à un scientifique de passer d'une production, on va dire, littéraire, à véritablement s'exprimer avec des collections. Et au conservateur de musée, d'avoir un échange et d'enrichir sa connaissance et son regard et sa connaissance des collections. Alors également un témoignage de Jérôme Fromageau de la Commission nationale française de l'UNESCO. Oui, la question, monsieur, me permet de rebondir par rapport à ce que vous avez dit. Je rappelle brièvement que la Commission nationale française de l'UNESCO instruit un certain nombre de dossiers. J'en reparlerai tout à l'heure pour le patrimoine, les champs maritimes. Mais nous instruisons aussi tout ce qui concerne la recherche en termes de programmes UNESCO, hein, dans le domaine, par exemple, bien sûr, de l'océanographie, de l'archéologie subaquatique, on en a parlé tout à l'heure. Et il existe un réseau de chaires UNESCO, hein, qui donc présente un grand intérêt parce que c'est un appui plus que symbolique apporté par l'UNESCO à des universités à partir de thématiques que recouvre l'ensemble, au fond, des activités que nous abordons grâce à Escale à 7 et à Patrimoine en Escale, bien sûr.
Et ces chaires UNESCO permettent aussi de véritables échanges entre différents laboratoires de recherche. Alors, aussi bien en sciences fondamentales, en sciences dures, je dis ça parce que je relève plutôt des sciences humaines, enfin en sciences exactes, que précisément en sciences humaines. Et je crois que là, par exemple, une chaire UNESCO dans le domaine de l'océanographie, bien sûr, qui existe, mais dans d'autres domaines, et en particulier dans le domaine qui nous fédère aujourd'hui, dans les domaines qui nous fédèrent aujourd'hui, je pense qu'il y a de très belles opportunités. Simplement, évidemment, la procédure est longue, et puis nous ne pouvons présenter que deux dossiers par session, bien sûr, parce qu'il y a une forte demande. Mais je pense que dans le domaine qui nous fédère ici, dans le domaine maritime, les universités ont un rôle important à jouer. Et puis alors, il y a bien sûr aussi, je l'ai dit, hein, les écoles associées, parce que, encore une fois, transmettre le patrimoine, c'est important. Et c'est très important de mobiliser les jeunes, voire les très jeunes. Ce qui est fait d'ailleurs, si j'en crois ce que j'ai vu plusieurs fois ici à Escale 7, évidemment, on voit bien que les enseignants n'hésitent pas à venir visiter Escale 7. Et puis il y a aussi les clubs UNESCO. Donc il faut penser à tout ce qui est à votre disposition. Et un des rôles de la Commission nationale française de l'UNESCO, c'est précisément n'hésitez pas, hein, de donner un certain nombre de renseignements pour favoriser cette connaissance et cette transmission du patrimoine maritime. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Bien, ben je crois que nous allons lever... Peut-être Brigitte Cloireg, du côté de la Bretagne. La façade atlantique. Voilà. C'était en fait pour remercier Wolf qui nous fait venir depuis très longtemps en tant que chanteur. Je suis ici avec Maurice juste pour dire qu'on a eu une expérience intéressante récemment d'aller chanter justement au musée à Paris, de danser, de chanter, de parler de patrimoine chanté et musical. Et on a été très surpris de voir que les gens étaient très surpris de nous voir là, en fait. Et donc, ça nous donne un petit peu l'idée que ça ne se fait pas très souvent. Et que, justement, ils nous parlaient de réseau. Ah, ce serait bien si vous pouviez intervenir dans d'autres musées. Donc, je pense qu'on pourra en reparler cet après-midi et tout ça. Mais merci à toi, Wolf, en tout cas, de mettre tout ça toujours à l'honneur, tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits. Merci. Bien, on va pouvoir s'arrêter là, c'est midi 10. Je remercie tous les intervenants.